Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs et chère Georgette, bonjour et merci d'être encore une fois à ce rendez-vous. Nos salutations sont les plus chaleureuses et nous vous disons merci parce que votre fidélité à ce rendez-vous est sans faille et c'est la raison pour laquelle nous également, nous faisons en sorte que tout se passe le mieux possible pendant Ça va chauffer. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2021. Ce mois de janvier, il a du mal à s'achever. Il y a encore cette janviose qui sévit. La janviose, vous l'avez su, depuis la semaine dernière, c'est cette maladie qui fait que pendant le mois de janvier, on a les poches vides parce qu'on a dépensé tout son argent pendant les deux fêtes de Noël et du Nouvel An. Alors, il nous reste encore à tenir un jour. J'espère que ce ne sera pas la mer à boire. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon week-end et nous vous disons encore merci d'être en notre compagnie. Ce rendez-vous, vous le connaissez, ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale, se déroule à partir d'un multiplex, un plateau éclaté avec Adrienne à Milan, Sabrina à Accra, Nogueil à Dakar, Carole à Douala, Pulchéry à Bassam, Abidjan, Divo ou Bouaké, en tout cas en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et avec également la participation de notre public, vous avez la possibilité de téléphoner, de prendre part à cette émission. Et j'espère qu'aujourd'hui, les sujets qui sont à l'ordre du jour vous permettront de le faire. Nous allons prendre le pouls de la situation dans chacune des capitales que nous avons citées. Milan, c'est la capitale de la Lombardie. La Lombardie, c'est l'une des régions les plus riches d'Italie. Alors, Adrienne, bonjour. Oui, bonjour Georges. Bonjour. Je ne vous entends pas du tout. Votre bonjour, il est d'une faiblesse telle que on a l'impression que le coronavirus s'est emparé de tout en Italie par l'effort. Mais non. Bonjour Georges. Voilà. Bonjour Georgette. Ok, elles ont entendu, elles vont vous le rendre tout à l'heure. Comment allez-vous? Oui. Je vais bien et vous? Moi, ça va. Et comment s'est passée cette semaine? Ça s'est bien passé. Bien passé. Vous êtes confiné, non? Vous subissez un nouveau confinement? Non. On était confinés. Bon, jusqu'à lundi, on passera dans la zone jaune. Donc, on pourra circuler librement dans les provinces. Donc, ça commence à aller beaucoup mieux. Alors, quand vous dites dans la zone, vous sortez de la zone jaune? On sort de la zone rouge et orange. Attends, il y a rouge d'abord, ensuite orange, ensuite jaune. Voilà, jaune. Et puis après le jaune, on passe au vert. On espère passer au vert, oui, bientôt. OK. Alors, on dit que vous êtes l'un des pays où le vaccin du coronavirus marche le mieux. L'Italie a décidé de vacciner rapidement et au maximum. Oui, l'Italie a décidé de vacciner massivement et malheureusement, il y a des retards. Il y a des retards. Les vaccins les livraisons ne sont pas respectées actuellement. Ah, mais autant de vaccins, il faut avoir de grosses usines pour les fabriquer et les livrer. Voilà. Donc, Pfizer a promis relancer, disons, toutes les livraisons à partir de la semaine prochaine. Donc, on espère que ça va continuer. Et puis, bon, voilà, quoi. Sinon, à Rome, il y a eu un premier bilan partiel qui a été établi. J'ai essayé de prendre quelques notes, donc je suis obligée de lire pour ne pas me tromper. Allez-y. Oui, donc depuis le 28 janvier, il y a au moins 99% des vaccinés. 99% de vaccinés à Rome. Voilà, à Rome, qui ont développé des anticorps. Il s'agit du corps médical, voilà. Et puis bon, donc après 21 jours, donc bon, les anticorps étaient déjà bien donc ça marche. Placés. Ça marche. Et puis voilà, donc il y a déjà eu il y a à peu près 1400 autres patients qui ont reçu le deuxième dosage. Et donc, au bout d'une semaine, voilà, on est passé à 100%. Donc, bon, les anticorps, ça marche. Ce qui est sûr, ils ont proclamé que bon, ça marche. Donc, on espère que ça va continuer. OK. Alors, dites-nous, bon, il n'y a pas que le coronavirus, la vie sociale, économique et politique se déroule tout de même, avec certes des changements. On nous parle de la démission du Premier ministre italien. De quoi s'agit-il et pourquoi démissionne-t-il? Le Premier ministre italien a été obligé, il a rendu sa démission parce qu'au Parlement, il y a l'ex-premier ministre Matteo Renzi
qui a son petit parti là de près de 3% qui lui a retiré tout le soutien. Donc, il lui a fait perdre la majorité. Bon, le problème, je vais vous l'expliquer un peu en prenant appui sur disons, la mentalité du simple citoyen. On sait qu'il y a au moins près de 200 milliards d'euros qui vont être injectés là pour essayer de relancer un peu l'économie. Relancer l'économie, oui. Voilà. Donc, du coup, l'ex-premier ministre et son parti ont trouvé que le gouvernement actuel a échoué sur un certain nombre de situations. Donc, il faut tout remettre en cause. Et donc, ils ont retiré leur soutien. Ce qui fait que, bon, voilà, on parle maintenant peut-être d'aller aux urnes et tout. On ne sait pas encore très bien. Et non seulement, bon, lui, il fait glisser la peau de banane. Le premier ministre démissionne. Et puis, bon, depuis hier, je sais pas, vers 1h du matin, on apprend qu'il est en Arabie Saoudite. Donc, bon, il y a ce... On apprend que... Il est allé en Arabie Saoudite. Ah. C'est pas ce qu'il allait faire. Donc, voilà. Donc, vraiment, on attend. Il a semé la zizanie et puis bon, il est parti. Disons que bon, le citoyen, actuellement, les personnes âgées se demandent, ben, ceux qui n'ont pas encore reçu le vaccin se disent, quand est-ce que je serai vacciné? C'est la priorité en ce moment. C'était pas, enfin, on se dit que c'était pas le moment de faire éclater le gouvernement. Un gros point d'interrogation. OK. Voilà, un gros point d'interrogation. Je vous quitte pour l'instant pour aller me retrouver à Accra, au Ghana, pour parler avec Sabrina. Sabrina, bonjour. C'est vrai, vous nous avez manqué la semaine dernière. C'est la connexion qui n'a pas été bonne. En tout cas, nous croisons les doigts et espérons que les choses iront pour le mieux cette fois-ci. Alors, comment allez-vous, Sabrina? Ça va très très bien, Georges. Je suis très très contente de me retrouver encore aujourd'hui en votre compagnie et en compagnie des téléspectateurs de la belle radio et télévision. Alors vous n'êtes pas atteinte de janviose, hein? C'est mon mois de naissance, donc non. Vous n'avez pas dépensé tous vos sous en décembre, hein, donc vous avez gardé un peu d'argent. Il ne reste plus qu'un jour, hein, il faut tenir. Ça s'est bien passé, ce démarrage dans cette année 2021, qui ressemble à la fin de 2020 tout de même. Oui, la vérité, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre 2020 et 2021. Mais bon, ça s'est bien passé, l'entrée en 2021, puisque jusqu'ici, tout va bien, il y a la santé et il n'y a pas de drame particulier. Donc, je pense qu'on doit apprécier ce qu'il y a au lieu de se focaliser sur ce qui... Voilà, la santé, c'est très important. Très important, mais n'oubliez pas que le Ghana fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus contaminés au coronavirus. Oui, exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président et son gouvernement sont en train de réinstaurer des mesures barrières, de réinstaurer la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des endroits publics. Obligatoirement, il faut porter son masque lorsqu'on sort de chez nous au Ghana désormais parce qu'il y a une amende de... Ah, il y a l'amende aussi, là-bas? Oui. Si vous n'avez pas votre masque, vous êtes taxé d'une amende de 600 Ghana cedis pour être sorti de chez vous sans votre masque, simplement vu la manière dont le corona sévit encore sur le territoire ghanéen actuellement. Y a-t-il un couvre-feu? Non, il n'y a pas de couvre-feu par contre, non. Il n'y a pas de couvre-feu. Ok, alors parlez-nous un peu des obsèques de ce grand homme, de ce grand Africain, de ce grand panafricaniste qu'a été John Jerry Rawlings. Ces obsèques ont eu lieu pendant la semaine qui vient de s'écouler. Exactement, nous venons de vivre la semaine, sinon la dernière semaine du feu président Jerry John Rawlings. Ces obsèques ont duré 4 jours. Se sont terminées exactement le 27 janvier dernier. C'était merveilleux, c'était en même temps triste, mais merveilleux parce que ce grand homme a encore une fois de plus traversé la haie d'honneur à la place de l'indépendance avec les différents discours des autorités du pays et aussi de sa famille. Les Ghanéens n'ont pas manqué de lui rendre hommage également à leur façon dans certaines villes du pays, aussi à la capitale. Et donc, voilà, son cercueil a traversé, comme je disais, la haie d'honneur avec le drapeau, les couleurs nationales, jaune, rouge, noir. Et donc, il y a eu le discours qui était très émouvant de la première dame, Madame Nana Akufo-Addo, qui relatait son rôle de père qu'il a joué avec excellence. Et donc,
les Ghanéens ont apprécié ce geste de la première dame qui a su reconnaître en cet homme un véritable père, un véritable héros, un leader et surtout un officier. Il faut également préciser que voilà, ils ont posé à côté de son cercueil une épée dorée et une casquette d'officier pour marquer son appartenance à l'armée ghanéenne avant d'avoir accédé au pouvoir, ou du moins avant d'avoir pris les pouvoirs de chef d'État. Et donc cette épée et cette casquette ont marqué le fait qu'il soit le vainqueur du Ghana et simplement le président qui a apporté au Ghana toutes ces choses belles aujourd'hui que nous voyons. Et surtout, en tout cas, c'est au moins le père de la démocratie ghanéenne, de la situation flamboyante que vit aujourd'hui le Ghana. En tout cas, il en est à l'origine. OK. Exactement. OK. Merci beaucoup. On sent que vous également, vous êtes ému parce que John Jerry Rawlings, ce n'est plus simplement un Ghanéen, c'est un Africain. C'est une grande figure de l'histoire moderne africaine. Et bon, tout le monde a déploré son décès par coronavirus, nous a-t-on dit. Exactement, à 73 ans, vu que le coronavirus, apparemment, ça touche beaucoup plus les personnes âgées. Et donc, lui, étant un peu âgé quand même avant... Bon, 73 ans, c'est pas aussi âgé que ça, mais bon, c'est quand même vulnérable par rapport au coronavirus. Exactement, par rapport au coronavirus. Oui, OK. Merci beaucoup, Sabrina. Nous sommes contents de vous avoir retrouvé. Les choses marchent très bien. On aura l'occasion de discuter. Est-ce que vous avez pu retrouver la version officielle de cette histoire où il y a une dame qui s'est mariée à 2 hommes? Les Ghanéens disent qu'ils ne sont pas au courant, que ce sont des choses qui arrivent, mais pour cette histoire particulièrement, ils ne savent pas trop d'où ça sort, si c'est une invention pour faire jazzer la toile ou si c'est... On a des images quand même, on a vu des images. Effectivement, mais personne ne reconnaît exactement où est-ce que ce mariage est arrivé. OK, c'est peut-être une mise en scène qui a été filmée. Ben, certainement, mais en tout cas, c'est pas à l'actualité. OK, d'accord. OK, d'accord. Seriez-vous d'accord qu'une femme épouse 2 hommes comme un homme épouse 2 femmes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas d'accord avec ça. Non. OK. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais poser la même question à Nogueï. Nogueï, bonjour. Bonjour, Georges. Et je sais ce qu'elle va me répondre. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, en Wolof, on dit Nagadef. J'espère que je prononce bien. Oui. Et là, nous sommes en plein Dakar. Et qu'est-ce qu'on répond? Magnifique. C'est-à-dire? Je vais très bien, ça va. OK. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que, parce que le Sénégal est un pays qui a légalisé la polygamie, êtes-vous d'accord que, comme un homme épouse 2 femmes, une femme puisse épouser 2 hommes? Non, du tout. On n'est pas pour la bigamie, nous. Je vous écoute? On n'est pas pour la bigamie, je ne suis pas d'accord avec ça. Une femme ne peut pas avoir 2 maris. Un homme peut avoir 4 épouses au Sénégal, mais 2 maris, non. Mais on parle de plus en plus d'égalité. Alors, si on donne la possibilité à l'homme d'épouser 2 femmes, pourquoi on ne donnerait pas la possibilité à une femme d'épouser 2 hommes? Ah, ça, ce n'est pas notre combat à nous, en tout cas. Ce n'est pas le combat de la femme. Ça ne fait pas partie du féminisme, par contre. Nous revendiquons pas ses droits. OK, j'ai juste envie de vous provoquer. Ça va très bien. La semaine s'est bien déroulée. Une semaine stressante et tout, à Dakar. On ne peut pas dire qu'elle s'est bien déroulée parce qu'on est tous très inquiets. Il faut reconnaître que le coronavirus gagne de plus en plus de terrain au Sénégal. Cette semaine, il y a une information de taille qui nous inquiète tous. Il y a un des professeurs, le professeur Mouk, a découvert que le variant britannique est bien présent chez nous. Donc, ce qui fait que la situation est de plus en plus critique. Et ça fait peur. Et il paraît que les variants sont plus dangereux que l'original. Alors qu'habituellement, les photocopies sont moins solides que les originales. Avec les variants, en ce qui concerne le coronavirus, c'est que la transmission... Non, on vous a expliqué ce que c'est qu'un variant? Ce professeur, il vous a expliqué ce que ça veut dire?
d'après ce que j'ai compris, c'est les mutations en ce qui concerne le virus, comment elles changent et se développent au fil du temps. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle variante, c'est que la contamination se fait de plus en plus rapidement, elle est plus violente et forcément ça abat plus le corps. On avait vu qu'à Thiès et à Dakar, le couvre-feu avait été réinstauré pour 21 heures, je crois. Oui, exactement. C'est maintenu? Oui, c'est toujours maintenu jusqu'à présent à une date inconnue. On est en train de voir si on ne peut pas l'étendre totalement sur le territoire parce que chaque jour, on connaît de plus en plus de morts et la situation devient très incontrôlable. Il faut avouer que durant la première vague, on a géré relativement bien le coronavirus, mais cette seconde vague pour le Sénégal est vraiment très, très, très difficile. Après, croisons les doigts peut-être qu'on puisse avoir accès au vaccin. Est-ce qu'on peut dire que la psychose est revenue? La psychose de l'année dernière, du début du corona, mars, avril, est-ce qu'on peut dire que cette psychose s'est réinstallée au Sénégal? Oui, cette psychose est véritablement présente parce qu'après, il faut avouer qu'on a connu un certain relâchement en ce qui concerne les mesures barrières. On avait complètement oublié le coronavirus au mois d'octobre, novembre et tout, je crois. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle vague qui est très violente et qui cause beaucoup de morts, de plus en plus de morts, la psychose est revenue. Ce qui rassure après le corps médical d'un côté, c'est le seul discours qu'ils peuvent tenir, c'est juste qu'on espère avoir bientôt accès aux vaccinations en ce qui concerne les populations. Mais il faut avouer que le Sénégal fait partie aussi du groupe COVAX, qui est une coopérative de l'OMS, dirigée par l'OMS pour une répartition équitable du vaccin. Mais il faut avouer une chose, en Afrique, on a tous peur du vaccin. Voilà. Après, alors comment vous expliquez ça? C'est-à-dire, en même temps qu'on a peur du coronavirus, en même temps qu'on se fâche avec l'État qui prend des mesures pour freiner la propagation, on se fâche également et on se braque face au vaccin. Beaucoup d'Africains disent que non, je ne serai pas vacciné. Alors comment on explique toutes ces contradictions? En fait, je pense que c'est la peur de l'inconnu. En fait, déjà, on ne sait pas comment le coronavirus. On s'est levé un beau matin et il y a eu un virus qui a bouleversé totalement le monde. On ne sait pas on sait qu'il y en a qui disent que ce sont les gouvernements qui l'ont créé et tout. Après, on nous sort d'un seul coup un vaccin miracle. On se dit, mais peut-être que nous, en Afrique, on nous prend pour des cobayes. Peut-être que c'est juste pour tester autre chose et tout. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Mais les Africains n'ont pas confiance. Bon, au moins, la vaccination n'a pas commencé en Afrique, elle a commencé aux États-Unis et en Europe. Donc, on n'est pas les cobayes. Alors, on a vu quelques images, des fois sur le net, de certaines enveloppes, des poches de vaccins où c'est marqué vaccin qui ne doit pas être utilisé, ni en Europe, ni en Amérique. Et les Africains ont dit, ça veut dire que ce sont des vaccins bizarres. Je reviens à vous tout à l'heure. Permettez-moi de redescendre sur notre plateau central en compagnie d'Axel. Bonjour Axel. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Alors, Bonjour Axel. Alors c'est le jaune qui prévaut aujourd'hui. Ça va? Le jaune, il a un sens particulier? Vous connaissez le sens des couleurs? Je pense que le jaune symbolise la jalousie. Ah bon, je sais pas, je connais pas quelqu'une parmi vous connaît le sens des couleurs? C'est pas par contre la joie, oui, certaines couleurs, oui, je connais le sens de certaines couleurs. Ah bon? Le jaune, je pense que c'est beaucoup plus la gaieté, la joie. Axel disait la jalousie. Non, la jalousie, je ne sais pas, mais je pense que c'est beaucoup plus la gaieté, ce qui scintille, ce qui brille. Oui, le jaune. En référence aussi avec le soleil. Le soleil. La jalousie, je ne sais pas. Non, pas la jalousie. Ok. Alors, Adrienne, en Europe, les couleurs ont un sens? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a... Il y en a qui disent le blanc, ça veut dire... Le rouge, c'est la passion. Le rouge, c'est la passion. Oui, le rouge, c'est la passion. Et puis le jaune, comme Axel le dit, c'est la jalousie. Et puis, Sabrina dit que c'est la joie. Non, mais les couleurs peuvent avoir plusieurs significations. Oui, et puis le blanc, c'est la paix, l'amour.
Mais je ne sais pas, le reste, je ne sais pas. Et pourtant, moi, j'adore le noir. OK, alors... Le violet, je crois que le violet, c'est pour tout ce qui fait les funérailles, tout ce qui fait... Ah bon? Dans l'église catholique. Ah bon, OK. Alors, je reviens à Axel. On espère que vous n'êtes pas jalouse, que personne n'est jaloux de vous et que, bon, on va prendre la version de Sabrina. Vous êtes en joie, n'est-ce pas? La semaine s'est bien déroulée, n'est-ce pas? Très bien. OK. Alors ici, depuis lundi, c'est le retour. On a ramené le couvre-feu de 22h à 20h. Oui. Ça vous a bousculé vos habitudes, ça a changé certaines choses? Forcément, on doit entrer à la maison un peu plus tôt et bon, ça ne fait pas plaisir à la majorité en fait. Parce Et que vous? Moi non plus, pour dire la vérité, parce que en fait, on pensait que ça allait, soit ils allaient annuler le couvre-feu ou alors ils allaient le repousser. Le repousser à minuit? Minuit, voilà, exactement. Oui, mais on ne peut pas le faire dans la mesure où, là où également, on parle de remontée de la contamination. Oui, parce qu'aux dernières nouvelles, en fait, on disait que tout c'était bien, qu'il y avait la maîtrise de la maladie dans le pays. Donc, on est un peu étonné qu'il y ait un nombre croissant de maladies, qu'il y ait beaucoup plus de mesures, en fait. Est-ce que vous en avez un peu marre, le coronavirus? On en parle beaucoup, coronavirus par-ci, masque par-là, gel hydroalcoolique de l'autre côté, et ainsi de suite. Marre, je veux dire que c'est un euphémisme parce que ça dure, ça a pris trop de temps en fait. On pensait que ça allait être quelque chose de très court, mais c'est depuis 2019, on est en 2021, donc bientôt, en décembre, là, ça va faire 2 ans. On s'enfonce dans le coronavirus. C'est un peu... Alors, les Georgettes, en avez-vous marre? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Adrienne, est-ce que vous en avez marre, le coronavirus? Oui. Oui? Pour les tristes réalités de l'Italie, oui, je pourrais dire que j'en ai marre. Par contre, j'ai une petite anecdote à vous raconter. À Rome, il y a une dame de 98 ans qui était confinée chez elle. 98 ans? Oui, parce que testée positive au coronavirus. Mais bon, elle s'ennuyait quand même un peu. Elle se portait quand même bien. Et elle faisait le ménage. Et puis bon, elle a découvert dans une vieille machine à coudre, un livret d'épargne que son mari, un haut fonctionnaire militaire à l'époque, avait ouvert. Et donc, elle va se présenter à la banque postale. Mais voilà, le pactole s'élève aujourd'hui avec 35 ans d'intérêt. Ah oui? Et après de 475 000 euros. Wow. 80, vous avez dit 98 ans? Wow. Elle a 98 ans, elle vit avec sa fille. Et 495 000 euros? Voilà. Ah, mais ça... Belle liaison. Et puis, elle est guérie, Et ça pulvérise forcément le coronavirus. Et voilà. Bien sûr. OK. Sabrina, vous en avez marre? Oui, j'aimerais dire que j'en ai vraiment marre du coronavirus. Pas seulement parce qu'on en parle tout le temps, mais parce que j'ai l'impression que cette deuxième vague est beaucoup plus axée sur l'Africain. Rappelons-nous que la première vague n'a pas vraiment tué les Africains. On ne s'est pas servi de la médecine moderne pour s'en sortir. On a utilisé les mêmes moyens, médecine traditionnelle, les mêmes trucs qui nous entourent, les feux et tout le reste. Mais pourquoi est-ce que maintenant, si on le fait avec cette deuxième vague, ça n'agit plus? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière cette deuxième vague. Il y a une main bizarre, une main obscure, on dirait. Voilà, il y a une main obscure surtout. Et surtout, j'aimerais dire que l'être humain n'aime pas qu'on lui enlève sa liberté. Ça, c'est clair et net. Il y a des personnes qui ne sortent pas la nuit à partir de 21 ils sont chez eux et tout, mais lorsqu'on dit qu'il y a confinement ou qu'il y a couvre-feu, ça dérange. Agace parce qu'ils se sentent comme opprimés, comme oppressés, même s'ils ne font rien à cette heure-là. Ils ont quand même envie de leur liberté. Et non pas comme si on faisait baisser la hauteur du plafond. Exactement. Et donc, moi, je pense que en tant qu'Africains, n'ayons pas peur. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus peur de cette deuxième vague. On est beaucoup plus renfermés. Utilisons les mêmes moyens et les mêmes méthodes pour nous permettre de nous en sortir. On est le continent. Les statistiques avaient prévu qu'on serait le plus touché, mais ça n'a pas été le cas. Restons braves dans ce sens-là et que les gouvernements fassent tout pour que les populations arrêtent de mourir ou que le taux de décès augmente simplement. Alors, Nogueï, vous avez entendu, faut pas avoir peur, même si on en a marre, n'est-ce pas? Nogueï? Avoir peur? Oui. Vous dites que vous... Forcément.
Non, on a très peur. Franchement, j'en ai marre du coronavirus. Parce que, non, mais c'est vrai. Parce que j'ai comme l'impression que nos vies sont mises entre parenthèses depuis. Et que la mort plane autour de nous. Vraiment. Et ce qui me fait le plus peur, c'est le fait de voir que même tous les gouvernements, les États les plus puissants sont même paumés face à cela. On a comme l'impression qu'on n'a pas de solution et tout. Et comment gérer vraiment tout ça? Et je ne sais pas, Sabrina, si c'est vrai, mais j'ai lu sur le net que cette deuxième vague au Ghana atteignait aussi beaucoup plus les jeunes. Oui, c'est pour ça que c'est ce qu'on dit. On a décidé de refermer les bars, de refermer les endroits publics pour éviter que la contamination ne se poursuive en fait. Ok, alors nous sommes unanimes. Alors moi je pourrais vous dire tout simplement ayez la foi parce que regardez-moi un peu ici en Italie. La foi en quoi? Exactement. Ayez la foi parce que quand je vous entends, la foi en quoi? Non, espérons que les vaccins vont vraiment fonctionner. N'ayez pas peur. Et puis, bon, voilà, il faut y croire. C'est vrai que c'est difficile. Que pour le vaccin, on reste tous anxieux. Alors, pour le moment, nous sommes unanimes. Il y en a marre. Et c'est le premier sujet de cette émission, signé Axel et Young. Il y en a marre, le coronavirus. 2020 s'en est allé depuis un mois. 2021 est bien là et l'on nous parle toujours du coronavirus en long et en large. Le corona, un virus envahissant, énervant et maintenant variant. Déjà sur ses origines, on n'est pas tombé d'accord. Les Chinois ont affirmé qu'il provient du pangolin et ou de la chauve-souris. Des scientifiques de renom ont plutôt dit qu'il a été fabriqué en laboratoire dans une complicité franco-chinoise. Une invention aussi cruelle et mortelle, dans quel but? Et finalement, qui croire? Avec à travers le monde plus de 2 millions de morts et plus de 100 millions de cas, le compte macabre n'est pas encore bon. L'hécatombe se poursuit, mais jusqu'à quand? Et à combien? Impossible d'y répondre. Une certitude, cependant, le coronavirus a complètement bouleversé le monde, mis à mal les économies, cloué au sol les avions, fermé les écoles et les lieux de culte, imposé des couvre-feux, éloigné les uns des autres, dans une distanciation physique ou sociale, exigé le port du masque. Nos chaleureuses poignées de main en décembre en un temps record. Du coup, les vaccins commencent à manquer, avant même que l'Afrique ne se décide à compter ses petits sous pour passer ses commandes. Le corona business, ça marche très bien. Les laboratoires ont l'air de s'empiffrer. Pour les individus, l'addition est corsée. Mais qui a le choix? Personne. Coronavirus, il y en a vraiment marre. Mais en attendant d'y voir mieux clair, restons vigilants et continuons de respecter les mesures barrières. Voilà, Nogueil, Adrienne, Sabrina, Axel, voilà, c'est vrai qu'on en a marre, mais qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut pour le moment rien, il faut continuer de respecter les mesures barrières. Allons-y en Côte d'Ivoire, voir, en attendant de savoir si on peut également entrer plus tard en contact avec Carole, allons voir si Pulchérie est bel et bien présente. Bonjour Pulchérie. Bonjour Georges. Ah, nous étions... Bonjour à toute Georgette. Bonjour Sabrina. Chérie. Bonjour chérie. Nous étions un peu malheureux de ne pas vous avoir. Maintenant, nous sommes contents de vous avoir. Vous allez bien? Ça va? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Ça va. Ok. Alors tout le monde est d'accord, hein? Il y en a marre, le coronavirus, mais il faut continuer de faire attention. Est-ce que vous pensez que derrière ce coronavirus, il y a des mains obscures qui manipulent l'humanité pour la soumettre? C'est bien clair. C'est vrai que la maladie est bel et bien là, elle est présente, elle existe, mais... Oui, comme tous les autres, comme pas mal de personnes, moi je pense qu'il y a des mains obscures. Vous pensez qu'il y a des mains obscures? Oui. Ben, il faut qu'on coupe ces mains là, non? Tout chez nous, on a pris. Il faut qu'on arrive à saisir ces mains et les couper, non? Effectivement, il faut qu'on arrive à saisir ces mains-là. Mais comme on a dit dans notre thème d'aujourd'hui, on en a tous marre, on est épuisés. Mais il faut toujours continuer à respecter les mesures barrières. Il faut toujours respecter ce que nous disent les autorités et les personnes adaptées à nous donner les conseils pour Ok, d'accord. Alors on va se faire quand même plaisir, hein?
On ne va pas continuer de se morfondre. C'est vrai que nous en avons marre, mais c'est vrai aussi qu'il faut que nous continuions de respecter les mesures barrières. Mais c'est vrai aussi qu'on peut, malgré tout, se donner quelques petites doses de plaisir. Et nous avons décidé de nous offrir et d'offrir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de la très bonne musique. Ce garçon qui arrive, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Rude Boy. Il chante Raisonner en ma compagnie, Raisonner avec. Voilà, nous espérons que cette belle composition nigériane vous a plu. Elle est signée Rude Boy, le titre Reason With Me. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Il faut garder espoir, n'est-ce pas, Axel? Oui, exactement. Et en fait, c'est l'histoire, en fait, ça parle un peu des relations, de plusieurs relations amoureuses que nous vivons en ce moment où le jeune, l'homme... Alors, quand vous dites nous, vous êtes dedans. Hein? Non, pas forcément, mais la personne, l'homme n'a pas forcément autant de moyens que vous espérez, vous attendez, vous galérez, et puis vous en avez marre de la galère, vous vous cassez. Et puis après, ça marche. Voilà, il devient riche, il a de l'argent et vous regrettez. Il n'y a pas et que malheureusement, la fille, elle revient et le gars, il est avec quelqu'un d'autre. Il est déjà branché ailleurs. Donc c'est clair qu'il ne va pas l'accepter parce qu'il a même supplié pour qu'elle revienne, mais elle a refusé de revenir. Ok, la patience est un chemin d'or. Exactement. N'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, nous avons exprimé notre ras-le-bol vis-à-vis du coronavirus, mais nous allons l'exprimer également vis-à-vis d'un certain nombre d'autres situations qui nous assaillent au quotidien. Vous savez que en Afrique, eh bien, nous avons beaucoup de difficultés à mener une vie normale. Et allô? 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 Nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Bon, le son n'est pas bon. Monsieur, si vous voulez bien, reprenez, relancez l'appel, ça va marcher. En tout cas, vous avez la possibilité de nous appeler. Vous connaissez notre numéro de téléphone maintenant par cœur. C'est le plus 241 74 55 02. Que vous soyez ici au Gabon ou hors du Gabon, en Afrique, un peu partout, appelez-nous pour prendre part à cette émission. On n'a pas encore eu Carole qui se trouve à Douala au Cameroun, mais nous allons quand même ne pas lui demander les clés pour entrer dans ce pays. Nous allons y entrer, malheureusement par une manière qui n'est pas la bonne. Nous allons vous proposer de suivre ce qui s'est passé dans le courant de la semaine et qui a fait l'actualité au Cameroun. C'est un accident très grave, extrêmement grave, avec plus de 50 morts. Là aussi, on peut dire, il y en a marre. Suivons ce sujet et puis ensuite, nous allons réagir, vous allez également réagir. Au Cameroun, mercredi 27 janvier dernier, un accident terrible s'est produit à 3h30 du matin. Un camion transportant une cargaison de bidons de carburant était escorté par un douanier et un gendarme actuellement en fuite. Sur une descente de falaise, le camion percute violemment un bus interurbain transportant des dizaines de voyageurs. Le choc est brûlant, triste et désolant. Au moins 50 morts et une trentaine de blessés. L'épineuse et lancinante préoccupation de la sécurité routière continue de nous interpeller. Que faut-il faire? Faites-nous savoir votre avis au 07 45 51 10 2 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. Voilà, le WhatsApp, ça marche sur ce numéro, plus 241 74 55 11 02. Encore une fois, un grave accident dans un de nos pays, au Cameroun notamment, et les observateurs notent qu'au Cameroun, eh bien, en un mois, ça fait 100 morts et ça fait trop. Nous avons un appel. Allô, bonjour. Il n'a pas insisté. Alors, vous pouvez intervenir pour nous dire l'émotion que cela vous crée, mais aussi pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on a l'impression que c'est un problème sans solution. Eh bien non, chaque problème a une solution. Vous êtes là, monsieur, bonjour. Il est parti. OK. Alors, allons-y. Nous allons prendre les avis des unes et des autres avec les Georgettes et puis vous avez la possibilité de nous appeler. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Pulchéry, vous êtes où? À Bassam, à Abidjan, à Divo, à Bouaké, où ça?
Tu es là? Sacré Monsieur Georges, vous connaissez toutes mes villes. Hein? Ouais, je vous suis pas à pas. Vous êtes où actuellement? Je suis à Grand-Bassam. Vous êtes à Grand-Bassam, ville balnéaire. OK. Alors, quand vous avez vu ces images, ce feu issu du choc entre un camion qui transporte du carburant frelaté de façon pratiquement illégale dans un gros car, un gros bus qui transporte plus de 60 personnes, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, c'est normal que je reçoive un choc. Parce que déjà, c'est anormal de transporter et avec des passagers du carburant. Donc, c'est non, il y a un camion d'un côté qui transporte le carburant. Et puis de l'autre côté, il y a un camion. Ah, d'accord. Il y a un car de passagers. Voilà. Un car de passagers plus un camion transportant du carburant. Voilà, et collision. Ouais. Collision, oh là là. Donc c'est bon, peut-être que c'est la voie qu'a emprunté le camion qui transportait le carburant. Je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est déplorable. Il faut surtout voir, parce que je pense que pour les voies qu'on traverse là, il y a des moments où le carburant ne doit pas circuler, parce que si des passagers passent là, il faut éviter qu'il y ait ce genre de collision là. Ouais. C'est mon avis. Alors, quoi faire contre les accidents de plus en plus graves dans nos différents pays? Dans nos différents pays, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il arrive des fois où des camions, soit ça transporte des personnes, soit ça transporte du bétail, soit ça transporte autre chose. Mais il faut éviter. Moi, je pense qu'il faut régulariser des heures pour les différents types de moyens de transport. Là, c'était quand même la nuit, hein? C'était à 3h du matin, je crois. Ouais. Donc la circulation n'était pas... Peut-être à 3h du matin pour des personnes qui voyagent, moi je pense que c'est pas prudent. C'est pas prudent. OK, surtout qu'en plus on parle de coupeurs de route quelque part. Voilà, des coupeurs de route. Il y a tellement de délits sur les routes, il y a tellement de choses imprudentes, donc il faut éviter. Alors, je vous interromps, Pulchéry. Allô, bonjour. Oui, allô, nous. Bonjour. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît? Vous voulez intervenir pour... nous vous écoutons, votre commentaire. Oui, allô? Oui, nous sommes avec vous. Oui, mais... Ah, la ligne n'est pas bonne. Nous allons vous demander de nous rappeler, hein, s'il vous plaît. Vous allez rappeler le temps pour nous de parler avec Axel. Axel, quelle est votre émotion face à ce drame et quelles sont les solutions? Bon, c'est triste, une cinquantaine de morts, des corps calcinés, donc tout d'un coup. Peut-être qu'il y aura certains qu'on ne pourra même pas reconnaître. Je trouve ça triste, en fait, qu'il y ait toujours... En fait, ces problèmes-là, pas de réglementation, rien du tout, et des accidents, des choses qu'on pourrait éviter qui ne le sont pas en fait à cause de la négligence. Alors comment éviter ce genre de catastrophe? Bon, est-ce qu'il faut qu'il y ait, je pense par exemple qu'il faut réguler par exemple les vitesses, parce que plus la voiture roule lentement et moins quand il y a choc, le choc est... Comme on dit, la vitesse est un facteur aggravant en matière de sécurité routière. Également, ou bien qu'il y ait des policiers ou, comme Pulchéry a dit, certaines heures pour certaines voitures, en fait. OK. Merci bien. On va à Dakar. Nogueï, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre émotion? Quel est votre sentiment face à cette catastrophe avec plus de 50 morts qu'on dénombre et plus d'une trentaine de blessés? Ça fait vraiment un choc et ça fait vraiment mal. Et je trouve que c'est un de nos plus grands maux en Afrique. Ici, à Dakar, on ne peut pas passer, par exemple, un mois sans qu'un accident de ce genre ne se produise. Et je pense que c'est en plus du facteur humain, c'est-à-dire le fait de faire de l'excès de vitesse, de ne pas respecter le code de la route ou bien le téléphone au volant. Il y a aussi l'état des routes. L'état des routes peut-être des fois peut être un véritable problème, et aussi l'état technique des véhicules.
Et je pense que la solution pour lutter vraiment contre ce genre de problème-là, c'est peut-être, pourquoi pas, sensibiliser encore plus la population, ou bien mettre en place des mesures rigides et strictes, des mesures réglementaires pour les chauffeurs, par exemple, et encore plus améliorer l'état routier, l'entretien de l'état routier. Okay. C'est vraiment déplorable et c'est triste, je trouve, vraiment. Bien noté. On part au Ghana pour retrouver Sabrina. Qu'est-ce que vous en dites des accidents de cette nature au Ghana? De cette nature, depuis que je suis là, non, mais avant on a parlé d'un accident, mais c'était pas tant routier, c'était plutôt l'explosion d'une station d'essence durant une pluie. Mais ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire, c'est qu'on dit qu'il y avait un policier et un agent de la douane bord du... Ils sont passés où? C'était eux qui escortaient... Exactement. Où sont-ils passés? Est-ce qu'on peut les reconnaître aujourd'hui depuis leur poste, je ne sais pas, le poste de l'officier et le poste de l'agent de douane? Il faut que leurs identités soient révélées à la population pour que les enquêtes puissent commencer, parce qu'ils sont en fuite, parce qu'ils savent qu'il y avait donc quelque part quelque chose d'illégal. Et si c'est illégal, vous qui êtes censé réguler la situation, vous qui êtes censé mener la population, mener toutes ces choses sur le bon chemin, c'est vous qui faites des choses illégales et en plus vous prenez la fuite après un tel accident où 50 personnes perdent la vie. C'est beaucoup, c'est trop. Je pense que le problème n'est pas forcément la vitesse, quoi que ce soit, non, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus profondes. Il y a un mal profond. Le business, par exemple, le business. L'argent à tout prix. L'argent à tout prix, vu qu'on parle de ce carburant-là qui était de mauvaise qualité, avec des agents de la loi, on va dire des agents de l'État à l'intérieur du camion, moi je pense que c'est très déplorable. Et surtout, qu'en est-il aujourd'hui des voies, des routes? Le problème on va dire quoi, la solution que je pourrais proposer, c'est de renforcer la sécurité et d'interdire complètement des routiers qui transportent des voyageurs à certaines heures. Okay. Soit que ce soit les routiers qui transportent les personnes soit en matinée et que les camions ce soit en soirée, ou l'inverse, mais pas que les deux soient mêlés, parce que on parle là de ceux qui ont transporté le carburant, mais ceux qui font la route aussi, il est 3 heures du matin, le chauffeur peut être fatigué, il n'a plus la vision très claire, et donc ça fait que voilà, ils perdent le contrôle du volant. À certains endroits, on connaît les routes en... Alors ne quittez pas Sabrina. Allô? Allô, bonjour, vous êtes bien sûr... ok. Alors Sabrina, je vous laisse terminer. Et donc, je disais que voilà, tout ça, ce sont des facteurs. Il est 3 heures du matin, il peut être fatigué, et en même temps, la route qui n'est pas bonne, il peut perdre le contrôle, il peut perdre sa lucidité et toutes ces choses. Donc, c'est des problèmes, moi, je pense qu'on devrait régler avec un renforcement de la sécurité, mais aussi des interdictions de certaines transactions nocturnes. Ok, et voici donc, c'est clair, c'était dans la descente d'une falaise, j'espère que je prononce bien, Djang, la descente de la falaise de Djang, et donc c'était assez compliqué. Je voudrais dire aussi que, ça c'est mon petit commentaire, hein, dans chaque grande ville africaine, il y a des endroits où l'on vend du carburant de façon illégale et au vu et au su de tout le monde. Je l'ai vu ici à Libreville. Je l'ai vu également à Abidjan, je l'ai vu dans bien d'autres villes, et l'on doit demander l'intervention rapide des autorités, parce que vendre le carburant sans prendre les dispositions qu'il faut, ça crée des catastrophes, et ou bien transporter du carburant sans prendre les dispositions qu'il faut, ça donne ce que nous avons eu. Allons-y à Milan. Je sais que là-bas également il y a de graves accidents dus la plupart du temps à la vitesse. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre sentiment devant ce qui s'est passé au Cameroun? Je dis Yako et puis... Yako, ça veut dire quoi? Yako. Désolé pour toutes ces victimes-là. Et ces accidents existent aussi ici en Italie, il faut le dire. Mais sauf que, plus ou moins, vous savez, les infrastructures routières sont un peu plus organisées par rapport à l'Afrique.
Donc, comme Sabrina le disait tout à l'heure, je sais qu'il y avait eu un grave accident comme ça dans le passé. Donc, ils ont imposé des horaires. C'est-à-dire que c'est en pleine nuit que ces camions qui transportent le carburant ou d'autres matériaux, autres liquides inflammables et tout. Donc, bon, voilà, ils doivent circuler en pleine nuit. C'est-à-dire que si, par exemple, ils doivent aller faire une livraison, on va dire, je ne sais pas, prendre une ville quelconque, pour que, bon, ils vont rouler toute la nuit pour arriver vers 6 heures du matin. Et puis, bon, voilà, et le coup de la journée. Et puis, au moins, il y a des dispositions qui sont prises. Hein. Qui sont prises, voilà, pour éviter. Parce que, bon, dans le passé aussi, il y avait eu un problème aussi grave comme ça dans le tunnel du Mont Blanc, où ils sont vraiment restés coincés. Ça a été terrible. Il y a eu à peu près une cinquantaine de personnes aussi comme ça qui sont mortes dans l'incendie. Donc, bon, franchement, ils essaient de mettre tous les moyens possibles pour pouvoir éviter ces accidents. Malheureusement, il y a toujours des chauffards. Hein. Il y a ceux qui adorent la vitesse ou qui ont des bolides. Et puis, bon, voilà, ils se lancent comme ils le veulent, quoi. Alors, c'est vrai que quand on parle d'activité humaine, notamment d'activité au niveau de la circulation routière, on ne peut pas avoir un risque zéro, accident zéro, mais il y a quand même possibilité de faire baisser le nombre d'accidents. Qui parmi vous, parmi les Georgettes, a envie de lancer un appel à toutes les autorités africaines concernant la sécurité routière? Axel, Adrienne, Sabrina, Nogueï, Pulchéry, laquelle a envie de lancer un appel? Oui, j'aimerais bien. Ok, allez-y. Sabrina? J'aimerais bien d'abord qu'ils puissent se concentrer, sinon se focaliser sur ce commerce de carburant illégal, parce que ce carburant illégal-là participe à une détérioration du système technique du véhicule. Ce qui permet donc au véhicule de ne plus fonctionner normalement, parce que le véhicule est censé recevoir du bon carburant, mais reçoit de la contrefaçon, et donc ça crée des problèmes techniques. Donc les autorités se focalisent d'abord sur ce plan-là, sur ce plan du carburant, du faux carburant, mais aussi sur le renforcement de la sécurité et encore plus sur on va dire la construction des voies, simplement. Chers dirigeants africains, nous ne sommes pas des viandes, on n'a pas envie de mourir avec des accidents de voiture. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réguler toutes ces situations-là afin qu'on soit libre et en paix, afin qu'on puisse circuler en toute quiétude? Merci. Georges? Complété, oui. Nogueï, merci. Moi, j'aurais vraiment envie d'insister sur la mise en place d'un dispositif réglementaire vraiment strict pour sanctionner les chauffards sur la route, parce que c'est des vies humaines qui sont sacrifiées juste par la négligence de certaines personnes. Et ici, plus d'une fois, on a rencontré des chauffards qui ont été mis en prison pour 6 mois après être vraiment libres, pendant que d'autres, vraiment des milliers de victimes sont mortes ou perdent la vie tous les jours sur la route. Ouais. Ok. Nous avons un appel du Bénin. Nogueï, ne quittez pas. Nous avons un appel du Bénin. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur la belle radio et télévision. Vous suivez Ça va chauffer? Bonjour. Comment allez-vous? Nous attendons votre commentaire. On dirait que notre interlocuteur est parti. Vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'a dit Nogueï, Axel? Qu'il faut améliorer l'état des routes, en fait. Il faut améliorer l'état des routes. En tout cas, on pense que tout a été dit. Hein? Il faut améliorer l'état des routes. Il faut aussi sensibiliser que tous les offices de sécurité routière et tous les organes d'association des transporteurs fassent beaucoup de sensibilisation pour éviter ce genre d'accident. Ok. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, parce que quand on parle de sécurité routière en Afrique, eh bien, on voit la légèreté des pouvoirs publics. Ça, faut pas se le cacher. On voit comment on obtient le permis de conduire, on voit comment les routes sont défoncées, on voit comment des véhicules complètement branlants circulent
parmi les autres. On voit comment les forces de l'ordre font du racket. On voit beaucoup de choses anormales et pourtant, c'est nos vies qui sont en jeu et c'est une interpellation, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à pouvoir intervenir. Eh bien, il faut intervenir pour que les choses changent et on peut demander également aux médias de faire en sorte qu'on mette le doigt régulièrement sur cette question concernant la sécurité routière. D'accord, nous sommes tous là également unanimes. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans nos pays, alors que la vie normalement devrait ressembler à un paradis. Un paradis, et pourtant il y en a qui y mettent le feu par le biais d'accidents comme on a vu. Mais nous continuons de garder en tête qu'on peut vivre comme au paradis, comme nous le suggère une chanteuse ivoirienne qui s'appelle Moula et qui marche bien fort en ce moment et qui dit paradis, vous allez comprendre pourquoi. De notre équipe de réalisation conduite par Bill Mangué avec l'appui de Sila Youssouf Sébastien et de Pape Amadou Diouf. Cette émission se poursuit, c'est vrai, la vie aurait dû être un véritable paradis, mais il se trouve que de temps en temps, pour ne pas dire de façon récurrente, il y a des complications, des fois qui n'ont pas lieu d'être. Nous continuons notre émission. Ça va chauffer. Nous vous disons merci d'être en notre compagnie. Ceux qui appellent, insistez, parce qu'à certains moments, les connexions, ça yoyote. Insistez, vous rappelez notre numéro, plus 241 74 55 11 02. Et ça marche avec le WhatsApp, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout et même à Milan. Eh bien, n'hésitez pas à faire cavalier avec nous. Maintenant, nous allons marquer une petite pause avec une autre Georgette qui s'appelle elle Zita. Elle nous propose le zigzag. Ce sont quelques petits repères culturels et attention à la suite de ces repères. Vous retrouverez des gags et attention de ne pas vous laisser emporter. Il faut rire, mais doucement. Dans le cadre de la Semaine des Afriques 2021, l'IDAF, l'Institut des Afriques, vous invite à visionner en direct la table ronde Enjeux environnementaux du XXIe siècle. Peut-on penser l'écologie du point de vue de la mémoire coloniale? Cette table ronde, filmée au musée d'Aquitaine en France, diffusée en direct sur le compte Facebook de l'IDAF le 26 janvier 2021, a réuni un panel de spécialistes des questions écologiques et de l'histoire coloniale des Afriques. Dans la continuité des activités de la Semaine des Afriques 2021, ALCA et l'Institut des Afriques accueillent l'auteure camerounaise Hermine Yolo, lauréate de la résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti 2021. Cette rencontre qui a eu lieu le 27 janvier était l'occasion de découvrir son projet de roman Les racines du baobab, totem qui agrippait la lune, mais également son parcours de vie d'auteur, de comédienne et de metteur en scène. Goudi Dakar ou Dakar la nuit est une exposition présentée par le photographe sénégalais Mabey Dem à la galerie Art Z27 rue Keller, Paris 11e en France, du 30 janvier au 27 février 2021. Dans cette exposition, l'artiste capte à travers des ouvertures de portes les activités nocturnes des échoppes de Dakar. C'est également le... Bonjour. Bonjour, nous sommes heureux de vous avoir à partir du Burkina. Vous êtes monsieur? Monsieur de Bamba. Monsieur de Bamba, alors nous sommes heureux d'être avec vous. Quel est votre commentaire? Par rapport à la vidéo qui vient de passer, vous choisissez le sujet qui vous intéresse. Allô? la vidéo qu'il a vue. Oui. Bon, la vidéo qui vient de passer. Oui, allez-y. La vidéo. Oui, allez-y. La vidéo qui vient de passer, je pense que c'est déjà un signe de solidarité. Parce que de voir quelqu'un qui a un membre ne pas se déplacer, il est temporisé pour que les choses passent. Ça veut que l'Afrique n'est pas encore perdue. Ces valeurs d'entraide, ces valeurs de solidarité. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et nous, comme moi, on est très contents de travailler l'Afrique. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On voit que les automobilistes sont beaucoup plus sensibles devant un handicapé. Vous nous appelez de quelle ville, s'il vous plaît, du Burkina Faso?
Allô? On vous a perdu? Monsieur de Bamba? Bien, alors nous continuons. Merci beaucoup d'être intervenu. Nous allons rester sur les problèmes liés à la route et vous informer, vous dire qu'il existe dans le fonctionnement des États, eh bien, ce qu'on appelle un classement au niveau des infrastructures routières. Donc là encore, nos autorités sont interpellées. Dans tous les domaines aujourd'hui, il y a des classements. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, donnez-nous votre joli prénom, s'il vous plaît. Jeanne. Jeanne. Nous sommes contents que vous nous appeliez. Alors, votre commentaire. Et si vous acceptez de baisser le son de votre téléviseur ou de votre poste radio, eh bien, ça va aller mieux. Nous sommes contents que vous nous appeliez. Alors, Jeanne? Allô, bonjour. Vous pouvez couper le son de votre radio ou bien de votre téléviseur. Voilà, ça va mieux. Voilà. Vous voulez intervenir? De quelle façon? Que voulez-vous nous annoncer? Quels sont vos commentaires? Vous pouvez couper le son de votre radio. Alors, vous êtes là, Jeanne? De quelle façon que vous voulez nous annoncer? Quels sont vos commentaires? Mes commentaires, c'est par rapport à nos enfants qui vont à l'école. Oui. À mon époque, parce qu'il y a des enfants qui traversent la route, ils ne savent pas comment traverser la route. Donc, à notre époque, il y avait des policiers qui nous faisaient traverser la route. Qui bloquaient les véhicules? Oui. Oui, mais aujourd'hui, pratiquement, devant les écoles, il n'y a même pas les policiers, des gendarmes pour pouvoir faire traverser la route aux enfants. La route aux enfants. Et vous faites très bien. C'est pas normal. Oui, vous faites très bien de noter ce problème. C'est un problème important. Les enfants ne sont pas conscients du danger que représente la route. Et donc, il faut les aider. Et des fois, ils sont en masse et ils n'arrivent pas à traverser. Merci beaucoup, madame. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Port-Gentil. De Port-Gentil. Il paraît que la belle radio et télévision marche très fort là-bas, hein, à Port-Gentil. Oui. C'est vrai? Oui. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous vous faisons de grosses bises et nous vous demandons de rester en notre compagnie. Le sujet sur lequel vous mettez le doigt est très important. Très important. Okay. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Merci, bon week-end. Voilà. Et nous restons dans la route et nous étions en train de dire que désormais, on classe tout dans tout. Et les dirigeants des pays africains doivent le savoir. On vous classe en matière d'économie, on vous classe en matière de gouvernance, on vous classe en matière de puissance militaire et sachez également qu'on vous classe en matière d'infrastructure routière et le premier en la matière c'est la Namibie. La Namibie est le pays qui se classe en première position en matière d'infrastructure bien faite, en matière de qualité d'infrastructure et c'est ce que nous avons retenu aujourd'hui dans notre rubrique méritocratie. Cette semaine, la Palme d'Or de la méritocratie est attribuée à la Namibie. Pour la 5e année consécutive, la Namibie est à la tête des pays disposant des meilleures infrastructures routières en Afrique, selon le Global Competitiveness Report du Forum économique mondial, paru le 16 décembre 2020. Ce pays d'Afrique australe a obtenu un score de 5,2 sur une gradation d'1 à 7. En Afrique, la Namibie devance l'Afrique du Sud et le Rwanda qui ont obtenu un score de 5 chacun. À l'échelle internationale, la Namibie s'est également classée favorablement au 23e rang devant des géants économiques tels que la Chine, l'Inde et l'Italie qui se sont respectivement classés 42, 46 et 56. Le succès de la Namibie est dû à deux facteurs importants. Une stratégie d'entretien efficace des infrastructures routières existantes et la modernisation et la construction de nouvelles routes qui contribuent de manière significative à la qualité des routes nationales. Disons tous bravo à la Namibie pour cette performance. En tout cas, bravo à la Namibie qui prend la tête de l'Afrique dans ce domaine.
mais aussi qui dépasse certains grands pays, et ça nous rend fiers. Et comme vous le disiez, Nogaï, il faut faire en sorte qu'il y ait de belles et de bonnes routes en Afrique, et la Namibie non seulement en construit, mais fait en sorte que ces infrastructures routières soient bien entretenues. Ça vous fait pas sourire, hein, Adrienne, parce que vos pays là-bas en Europe sont déjà construits. Oui, vous savez que bon, l'Europe... c'est déjà construit, les routes sont là. Dès qu'il y a un petit trou quelque part, on le bouche. Ben oui, voilà, les budgets sont votés, tout est surveillé. Bon, dernièrement, à Rome, quand même, le problème s'est posé sur les grandes voies. Il y avait quand même de gros trous, et il y a eu une jeune fille qui était sur sa moto qui est tombée, elle a perdu la vie. Donc, ça a attiré l'attention du maire, tout. Donc, bon, ils ont été obligés de se remettre à refaire les travaux, quoi. Sinon, ça arrive. Il y a des endroits quand même qui sont délaissés, parce que c'est l'Europe. Mais les réactions sont rapides. Oui, voilà. OK. Alors donc, mesdames et messieurs les dirigeants, les médias, tout le monde est interpellé par rapport à la sécurité routière, par rapport aux infrastructures cette fois-ci. Et comme c'est la Namibie qui l'emporte, la Namibie qui se pose en première position. La Namibie, c'est un pays qui se trouve dans le sud, la partie sud de l'Afrique, et surtout la partie sud-ouest. Donc, Namibie, première en matière d'infrastructure routière, Namibie à l'honneur. Nous vous proposons de la musique pour saluer cette performance, et forcément c'est de la musique en provenance de Namibie. Et tenez-vous bien, le groupe que nous avons choisi de vous proposer s'appelle Matsepe Cultural Group. Super. En tout cas, ce détour en Namibie nous a fait plaisir. J'espère que c'est le cas à votre niveau. La musique, la culture d'Afrique australe, ça fait du bien pour nous. C'était la meilleure façon de saluer les performances de la Namibie en matière d'infrastructure routière. La Namibie, pays classé premier en matière de qualité des infrastructures routières, et tous les autres pays, eh bien, prenez exemple sur la Namibie. Maintenant, on s'attache bien à son fauteuil. Si vous êtes dans votre fauteuil, attachez-vous bien. Si vous êtes dans votre lit, calez-vous bien. Si vous êtes debout, il faut bien vous adhérer au sol. Le sujet qui arrive, il fait que des fois, on peut avoir les cheveux qui se dressent comme ça sur la tête, même s'il n'y en a pas beaucoup. Suivez cela, c'était en République démocratique du Congo. Je ne vous en dis pas plus, découvrez. Voici un fait qui met toute la toile en émoi. Récemment, en République démocratique du Congo, Sabrina, une jeune fille de 17 ans, a perdu la vie de la façon la plus saugrenue. La défunte aurait accepté de relever le challenge fou de coucher avec chacun de ses 12 amis, adolescents comme elle. Les 12 ados lui ont proposé comme récompense un téléphone portable dernier cri. L'envie de posséder cet appareil de dernière génération a eu raison d'elle. L'aventure s'est terminée par la mort de la jeune fille, qui n'a pas pu satisfaire tous ses 12 prétendants. Comment expliquer ce drame? Envie de paraître et de faire comme les autres. Folie de braver toutes les barrières pour obtenir ce que l'on désire. Inconscience. Chère Georgette et vous téléspectateurs et auditeurs, quels commentaires faites-vous sur cette histoire? Vos commentaires au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Alors, on va commencer avec vous, Sabrina. Il ne s'agit pas de vous, hein. Il s'agit de quelqu'un qui... de quelqu'un qui porte le même prénom que vous, qui portait le même prénom que vous, qui s'appelait également Sabrina, mais qui avait 17 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Waouh. J'ai été choquée quand j'ai reçu ce sujet hier. J'ai vraiment été choquée parce que je vois un peu où est-ce que la tendance, la mode emmène certaines personnes à se retrouver. Après donner mon commentaire et mon avis sur la situation, j'aimerais quand même lancer un petit appel aux jeunes. D'abord, mon commentaire sur la situation est que à 17 ans, ce qu'on veut, c'est faire l'école. À
17 ans, ce qu'on veut, c'est finir, c'est avoir mais des fois aussi, Sabrina, des fois aussi, à 17 ans, on a envie d'avoir des choses folles. Les objets d'un écrit. En fait, c'est ce que je disais, que la tendance, la mode, la technologie, l'iPhone et tout ça, ça monte en fait dans la tête des jeunes et ça fait en sorte que beaucoup oublient les objectifs pour lesquels ils sont venus au monde simplement. 17 ans, elle est encore bébé. 17 ans, c'est un enfant, c'est une petite fille. Et comment accepter de sortir avec 12 personnes l'un à la suite de l'autre? Si et seulement si l'un à la suite de l'autre. S'ils sont du même âge que toi, c'est que normalement, ils n'ont pas les moyens de t'offrir cet iPhone. Normalement. Mais comment est-ce que tu peux accepter de sortir avec les 12 et pour obtenir un iPhone le même jour? Mais à un moment donné, moi, je ne sais pas où vont les mœurs, mais c'est plus que dommage, c'est abominable de penser de cette façon, juste pour un iPhone. Pourquoi? Il y a quoi dans l'iPhone en réalité? Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire aux parents. Oui, bien sûr, les parents, mais je ne sais pas, éduquez vos enfants de telle sorte que le matériel ne soit pas la première chose sur laquelle ils sautent lorsqu'on leur parle. Le matériel, c'est rien. Éduquez les enfants de telle sorte qu'ils soient conscients d'abord de leur avenir, de leurs études, et puis après, le matériel n'est même pas dans la liste des priorités d'une personne de 17 ans. Donc que chaque parent suive à la lettre son enfant pour éviter que ce genre de choses n'arrivent à la longue, parce que où est-ce qu'elle a vu l'iPhone? Pourquoi est-ce qu'elle veut un iPhone? Quelles sont les motivations pour lesquelles elle accepte? Et comme c'est le 12, il fallait 12 personnes. Mon Dieu. Ouais. Ok, alors c'est bien compris. Sabrina, vous êtes choquée, vous êtes interloquée. Je crois que Pulchérie, c'est la même chose. Mais est-ce que à cet âge-là, c'est pas l'âge de la folie, Pulchérie? L'âge de la folie, je suis d'accord, mais vous savez, Georges, nous sommes tous passés par là et on a tous eu cet âge-là, on a eu cet âge, mais à cet âge, on n'a pas eu ce type de folie. Donc moi, je pense que c'est adapté à l'époque. Nous sommes à une époque de technologie, une époque d'iPhone, mais pour moi, c'est inadmissible de se comporter ainsi. Ça tombe bien parce que le mercredi dernier, j'ai été à un programme radiophonique ici à Port-Bouët, dans une commune d'Abidjan. C'est un programme, c'est-à-dire une radio nationale organisée des programmes dans des établissements. C'est une question de sensibiliser les élèves et dans cet établissement-là, certains élèves ont exposé justement sur ce sujet-là. Parce qu'ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, on parle de tontine sexuelle. Tontine sexuelle. Tontine sexuelle, c'est un phénomène qui se passe généralement dans les établissements. Et là, ils ont fait comprendre que des élèves s'adonnaient à cette pratique-là, c'est-à-dire ils mettent une somme. Sabrina, paix à son âme, elle pour iPhone, mais ici, ils mettent une somme d'argent et puis ils se lancent des défis. Par exemple, une fille qui couche avec 10 personnes, 10 gars, ou bien ils se font des couples de deux. C'est atroce, quoi. C'est atroce, c'est abominable. Donc, je dis que c'est un phénomène qui est très fréquent et il faut sensibiliser. Proposition, oui. Et les parents et le personnel du corps éducatif, parce que généralement c'est dans les écoles. Je ne sais pas si au Congo, si le cas de Sabrina avait été dans le cadre éducatif, mais pour la tontine sexuelle, c'est très fréquent et c'est en train de faire ravage en ce moment partout en Afrique. Entendu. Alors, on peut dire que c'est un âge où les choses ressemblent à des dangers. C'est un âge où on a envie de courir tous les risques, Axel. Oui, exactement. Je pense à 17 ans, on pense qu'on est grand et puis bon, on veut... on n'est plus enfant. On n'est pas encore adulte. Loin de 18 ans. Oui. On veut s'amuser, tester des trucs et tout ça. Et là, Pulchérie a donné le nom, en fait. Donc, c'était une sorte de tontine sexuelle. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire paix à son âme et on va dire que c'est triste parce que coucher avec... 12 personnes, l'un après l'autre. Alors ça vient de quoi tout ça Il faudra peut-être demander à... On dit c'est le monde de la haute technologie. Quand j'avais 17 ans, il y avait déjà des téléphones portables, mais je n'en avais pas entendu parler. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de challenges. Quelqu'un fait ceci, ça devient un challenge. Quelqu'un fait cela, ça devient un challenge. Il y a un peu trop de challenges. Oui, exactement. On se lance des défis pour tout. Voilà, pour tout et pour rien. Et c'est vraiment regrettable. La part des parents?
La part des parents, les parents font ce qu'ils peuvent. C'est vrai que je ne connais pas ses parents, mais je pense qu'ils lui ont donné une certaine éducation. Peut-être, on ne sait pas, on ne va pas forcément jeter le tort sur les parents, mais elle-même aussi, elle peut décider. En fait, c'est son corps, ce sont ses décisions. Ce n'est pas un parent qui lui a demandé de faire ça. En fait, elle a décidé, elle a dit oui et elle a fait. Mais 12 hommes, c'était quand même... C'est quand même fort. C'est quand même fort. Oui, un iPhone, en fait. Oui, je pense que c'est pas que la fille est en quête de téléphone. iPhone, c'est pas que elle en avait tellement besoin, mais parce que dans sa tête, c'est un défi à relever. Et elle voulait relever ce défi-là. Voilà. Et c'est malheureux. Mais comment Ben, comment on se pose encore cette question? Quels sont vos éléments de réponse? Comment dit Sabrina Nogueï? Qu'est-ce que vous en dites? À 17 ans, c'est l'âge de l'immaturité, de l'inconscience. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, on pense à des choses folles qu'on va acquérir et tout. Mais, et comme l'a dit aussi Pulchéry, on est dans une époque de paraître. Et surtout avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux où c'est qui portera le dernier vêtement de marque, qui aura le dernier iPhone, la plus belle voiture et tout. Mais je pense que la solution Vous voulez dire qu'on voit ça également chez les adultes? Parce que la voiture, ça c'est l'adulte. Effectivement, il ne s'agit pas seulement que des adolescents aujourd'hui, c'est les adultes aussi. Mais je pense que le problème se situe surtout au niveau de l'éducation, en ce qui concerne les parents et surtout de l'école aussi. Je pense qu'il faut éduquer nos enfants et la nature humaine à avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi, il faut se valoriser, il faut se respecter, il faut avoir des valeurs. Et pour acquérir certaines choses, il faut se battre dignement pour les avoir et ne pas se rabaisser à certaines bassesses en fait. Ouais, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que un enfant peut arriver à l'école avec son téléphone dernier cri, son copain à côté, il le voit et puis on lui propose un challenge, il a envie de relever le défi. Et des fois même, comme disait Axel, des fois c'est pas tellement l'objet, c'est avoir envie de relever ce défi fou. On a vu dans certaines villes des jeunes qui se bandent les yeux pour traverser de grandes avenues. Mais le système, moi je pense que le système éducatif est en train de lutter contre ça. Moi, franchement, je pense. Parce que ça commence déjà par l'instauration des uniformes au niveau des écoles. Parce qu'avant, c'est qui portait le plus beau vêtement et tout. Mais après, ils se sont rabattus sur les accessoires, c'est-à-dire le téléphone, les chaussures, les montres et tout. Mais je pense que c'est là où la responsabilité des parents doit intervenir. On éduque les enfants à vraiment respecter les autres, à ne pas faire du voyez-moi, par exemple. Ne pas se mettre à pouvoir vraiment respecter l'autre, respecter ce qu'il a, ne pas se mettre en avant, moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça. C'est là où la responsabilité des parents intervient justement. Mais nous sommes dans une société aussi, hein, quand un individu sort du cocon familial, il se retrouve devant tous les dangers dans la société et devant tous les appâts également. C'est vrai. Donc la base, le socle, ça doit être une bonne éducation familiale. C'est ce que nous retenons de votre intervention. Alors permettez-nous d'aller tout de suite à Milan, en Italie, retrouver Adrienne. Quelle est votre réaction? Comment avez-vous ressenti ce décès de cette jeune adolescente de 17 ans et quelles sont les propositions de solutions que vous pouvez faire? J'ai été vraiment choquée. Et aussitôt, mes pensées ont tourné un peu autour de la pauvreté en elle-même, hein, parce que je suis allée un peu plus loin pour chercher à comprendre. Est-ce que c'est vraiment la pauvreté? Non, il y a la pauvreté qui joue, parce que je veux dire que, par exemple... Stop, Adrienne. Nous avons un appel d'Abidjan. Allô? Allô, oui. Oui, allez-y. On veut vous entendre bien fort. Vous appelez d'Abidjan. Vous êtes monsieur? Koné Ousmane. Monsieur Koné Ousmane, quelle est votre réaction? Oui. Écoutez, je suis autant choqué que tous les autres. Mais ce que je constate, c'est que maintenant, dans tous nos lycées collèges, il y a eu une dépravation totale des mœurs. Les enfants ne tiennent plus compte de l'éducation que les parents leur donnent à la maison. Ils ont une autre éthique propre à eux.
propre à eux. Voilà, et ça, ils se lancent des défis perpétuels. Avant, on avait ce que les Ivoiriens appellent le borod d'enjaillement. Oui. Où les enfants doivent, quand ils sortent, ils doivent trouver à leurs camarades qui sont capables d'escalader le bus qui est en pleine piste. Maintenant, ils sont sortis de ce cadre. Et c'est le concours du plus grand consommateur d'alcool, ou bien le garçon le plus grand dragueur, et la fille qui peut aller avec le plus grand nombre de garçons. Ouais. Et comme vous l'avez dit... ils ne tiennent plus compte de l'ECM qu'ils ont pu recevoir, de l'éducation morale qu'ils ont reçue. Ça ne compte pas pour eux. Merci beaucoup, M. Koné Ousmane. Il faut tenir compte aussi de toutes les émissions de télé-réalité qu'ils regardent. Tout est porté beaucoup plus sur le côté sexuel et tout ça. L'amour. Les enfants, les jeunes qui s'embrassent en désordre à la télé, devant tout le monde. Et puis, Internet. Tout est fourni par Internet de nos jours. Merci beaucoup, M. Koné Ousmane. Les enfants n'ont plus de limites. Il suffit qu'il ait un petit téléphone et puis il a la connexion Internet. Et tout devient possible. Voilà. Merci bien. Ça, vous ne pouvez rien comme ça, à moins vraiment qu'il y ait une restriction pure et simple de ces images sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube et ça. Si c'est le cas, ça pourrait réduire en tout cas. Merci beaucoup, M. Koné Ousmane. Nous vous disons un grand merci. Votre intervention ramasse tout. Elle part de la famille à tout ce que l'on a aujourd'hui dans la société et cette folle tendance qu'ont les jeunes à se lancer des défis. Merci beaucoup, M. Koné Ousmane, qui nous a appelé d'Abidjan. Faites-le souvent parce que ce que vous avez dit là, en quelques secondes, est tellement important que nous vous disons un grand merci. Il y a tout là-dedans. Nous vous souhaitons un très bon week-end et intervenez régulièrement à Ça va chauffer parce que avec vos interventions, on peut avoir certaines réalités. Merci encore. On repart à Milan retrouver Adrienne Moroni. Oui, je disais qu'il y a aussi la pauvreté qui joue, parce que tout à l'heure vous disiez qu'un élève qui vient en classe avec le nouveau iPhone, le camarade le voisin de banc qui le voit et qui n'en a pas, bon, si c'est cette jeune fille-là, bon, l'envie a fait qu'elle s'est lancée. Donc il y a la pauvreté, parce que si elle ne peut pas s'offrir, si ses parents ne peuvent pas le lui acheter, ben, elle se lance dans le défi, dans le challenge qu'il y a, et puis bon, elle se jette là-dedans. Maintenant, je disais que bon, la RDC, c'est le pays qui produit le plus de 70 à 80% de coltan, c'est ce qu'on utilise, le matériel qu'on utilise pour fabriquer les iPhones. Mais c'est un État qui est en guerre, c'est un État qui est pauvre et tout. Il y a des enfants même qui... Et pourtant, il est riche, ce pays. Pourtant, il est riche, il est tellement riche même que la production de la planète entière, on va dire. Mais il est pauvre et les enfants sont obligés de travailler dans ces gisements. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Justement, les jeunes gens vont se livrer à ce genre de choses-là. Et Internet est présent, on ne peut plus faire marche arrière. Avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui est en train d'avancer, ben, c'est la dépravation totale. Sauf que bon, les parents doivent insister. Maintenant, quand l'enfant sort, c'est à lui d'avoir vraiment la capacité de comprendre que bon, mes parents m'ont donné une telle éducation. Mais des fois l'enfant n'a même pas besoin de sortir. Sur place à la maison, il ouvre son téléphone et il entre dans tout ce qu'il veut. Dans tout ce qu'il veut. Donc, bon, la situation est en train de... C'est une question de la société qui évolue, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que bon, où l'enfant, il est bien né, il a toutes ses aptitudes et puis bon, il se comporte bien comme il se doit. Sinon, bon, et puis bon, les jeunes stars qu'on voit là à la télévision... avec leur téléphone qui sont en train de se filmer et tout. Bon, donc chacun a envie de se présenter avec les mèches, les maquillages, tout ce qu'il faut. Vous savez, c'est tellement facile de vouloir copier les autres et puis bon, de paraître aussi. Voilà, merci beaucoup Adrienne. Désolée. Merci beaucoup également à Sabrina, merci beaucoup à Pulchéry, merci beaucoup. Je pourrais ajouter quelque chose. Très rapidement parce qu'il est l'heure. Rapidement. D'accord, ok. En tant que jeune fille, lorsque vous avez cet âge-là et que les envies de ce genre, ou du moins que cette atmosphère se produit autour de vous dans vos établissements,
Dites-vous que l'école serait la chose que vous devrez faire pour obtenir tous ces matériaux. Et ne donnez pas votre vie parce que sinon, vous serez toujours perdante. Mais l'école va toujours vous faire gagner. Encore faut-il savoir que... Merci Sabrina. On met sa vie en danger. Merci beaucoup. Si vous voulez, on remet le sujet sur la table la semaine prochaine. Peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, on le mettra sur la table la semaine prochaine. Oui, les jeunes, la société. Pour sensibiliser, oui. Il faut qu'on en parle. Et M. Georges, moi, j'ai déjà ouvert une enquête pour la tontine sexuelle en milieu scolaire. Donc, c'est très important de sensibiliser. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas remercié. Axel, merci beaucoup. Et merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Vous avez suivi cette émission d'un bout à l'autre. Beaucoup parmi vous ont tenté de nous avoir. Ils n'ont pas pu. Eh bien, c'est comme ça des fois. Il faut essayer. C'est une émission qui a lieu chaque samedi. Nous espérons vous avoir toujours aussi nombreux. Ce débat ne doit pas s'arrêter à cette émission. Bien entendu, il doit avoir lieu dans les écoles, dans les foyers, dans les familles, dans la société. Merci encore et nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous le faisons de la plus belle des manières avec le tout dernier d'une grande chanteuse gabonaise qui s'appelle Nicole Amogo. Au revoir et à bientôt. Bon week-end.